Rebonjour, cher groupe de psychologie évolutionniste, PSF 470. On est encore, oui, dans les concepts fondamentaux et historiques. Je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est ce que je vais faire, c'est que vous avez probablement maintenant une bonne idée de ce qu'est la théorie de l'évolution par sélection naturelle darwinienne, incluant là-dedans la sélection sexuelle. Et vous avez aussi une bonne idée, probablement, de sa version moderne, ça veut dire la version qui inclut notre compréhension de l'hérédité génétique et qui inclut aussi le principe de valeur inclusive, valeur sélective inclusive, et aussi la capacité de réfléchir en termes du point de vue du gène. Donc, vous comprenez ça. Et donc, vous avez maintenant une bonne compréhension de la théorie de l'évolution par sélection naturelle moderne, pourrait-on dire, dans sa version moderne. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est passer quelques minutes pour vous parler de certaines erreurs que les gens ont tendance à faire lorsqu'ils réfléchissent à l'évolution. Et des erreurs les erreurs qu'on va voir sont des erreurs qui font en sorte que les gens ont de la difficulté à appliquer l'évolution à la psychologie ou ont une attitude négative envers des explications évolutionnistes en psychologie parce qu'ils ne comprennent pas justement l'évolution, parce qu'ils font certaines erreurs par rapport à ce qu'est ou ce que n'est pas l'évolution. Et ce que je vais faire maintenant ici, c'est identifier ces erreurs-là pour vous empêcher, vous, de les faire et pour que vous ne tombiez pas un peu dans le même panneau que ces gens-là. Certains des professionnels, des gens avec des doctorats, des experts de la psychologie, qui ont des erreurs parfois incroyables par rapport à ce qu'est l'évolution et donc sont, disons, contre ou pas d'accord que l'évolution a un rôle intéressant à jouer au niveau théorique pour expliquer les comportements humains présents. Mais souvent, c'est à cause qu'ils ne comprennent pas ou comprennent mal l'évolution. Alors, je vais voir certaines erreurs communes sur la théorie de l'évolution. Et on a un cas intéressant parce que, dans le fond, la théorie de l'évolution darwinienne, d'une certaine manière, elle est très élégante dans sa simplicité. Regarde, survivre, passer ses gènes à la prochaine génération, c'est difficile. Il y a toutes sortes d'obstacles. Les prédateurs, l'environnement physique, l'environnement social, toutes ces choses-là peuvent vous tuer avant même que vous ayez la chance de vous reproduire. Il y a des variations. Ceux qui ont les variations favorables vont passer ces variations-là à la prochaine génération. Et ces variations-là vont être plus en plus présentes dans le gene pool, si on veut, de la population, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ces variations-là viennent à faire partie de l'espèce. C'est simple, c'est élégant. Mais à cause que c'est simple et élégant, ça génère un certain nombre de malentendus très fréquents. Parce que sa simplicité à cette théorie-là, elle mène les gens à penser qu'ils peuvent la comprendre complètement suite à une brève exposition ou à la lecture d'un article populaire ou deux, et tout ce qui va être dit sur l'évolution doit être véridique parce que c'est tellement simple que comment quelqu'un pourrait se tromper. Il faudrait être stupide ou idiot. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est que à cause que c'est simple et élégant, c'est plus facile de se tromper. Et en réalité, même plusieurs professeurs, chercheurs sur le terrain, en psychologie certainement, et même des fois en biologie, vous seriez surpris, s'embourbent parfois dans certains malentendus. Alors nous, on veut éviter ça pour nous. Alors on veut identifier ces grandes erreurs-là. Erreur 1, il faut faire attention. L'erreur 1, ça serait de penser que à cause que nous sommes le produit de l'évolution, et l'évolution, dans le fond, c'est l'évolution, c'est un processus par lequel des individus qui ont des caractéristiques favorables passent leurs gènes. Tout est par rapport aux gènes en évolution. Donc, le comportement humain doit être génétiquement prédéterminé. OK, ça, c'est une erreur de penser ça. Donc, une première erreur, c'est de penser que la théorie évolutionniste implique
ce qu'on appelle le déterminisme génétique. Et le déterminisme génétique, c'est l'idée voulant que le comportement est contrôlé exclusivement par les gènes, avec peu ou pas d'influence externe. Pourquoi? Parce que le comportement, plusieurs aspects du comportement, selon la théorie évolutionniste, sont des adaptations, okay, qui nous ont été passées par nos ancêtres parce qu'elles étaient avantageuses. Et elles ont passé comment? Ben, par certains gènes, parce que ce qui nous ont passé, c'est des gènes. Et donc, ça veut dire que ces comportements que nous avons, ces adaptations, sont le produit de gènes, et donc ils sont complètement génétiquement prédéterminés. OK? Et c'est n'importe quoi, ça. Et en fait, c'est l'inverse. La théorie évolutionniste, ce qu'elle présente, c'est pas que le comportement humain est génétiquement prédéterminé. Il est génétiquement en partie prédéterminé. En fait, ce que la théorie évolutionniste présente, c'est plutôt ce qu'on appellerait un interactionnisme entre la génétique et l'environnement. Selon une vision évolutionniste de la psychologie, le comportement humain requiert deux choses. Une adaptation ou des adaptations évoluées. Okay? Donc, le fait que vous avez un cerveau qui a certains gènes qui fait en sorte que, je sais pas moi, vous avez tendance à préférer tel genre de partenaire, par exemple. Ça, on va voir plus tard que ce serait une adaptation évoluée, passée par vos ancêtres. Okay? Mais il faut aussi un apport environnemental qui va déclencher le développement de ces adaptations-là dans votre vie et aussi leur activation quand c'est temps qu'elles s'activent. Okay? Donc, c'est un interactionnisme. Votre comportement n'est pas juste relié à vos gènes. Votre comportement est fonction de vos gènes en interaction avec un environnement. Et souvenez-vous que, fondamentalement, ce que vous êtes, un phénotype, c'est ça. Vous êtes l'interaction entre un gène et un comportement. Entre une série de gènes et un environnement. Okay? Entre un génotype et un environnement, dans le fond. Okay? Et donc, l'idée que la psychologie évolutionniste, psycho-évolutionniste, impliquerait que, comme c'est tout à propos de gènes qui se passent, le comportement humain, de génération en génération, donc le comportement humain est complètement prédéterminé génétiquement, c'est n'importe quoi. Il requiert une base génétique. Pour qu'il y ait n'importe quel comportement, il faut qu'il y ait des gènes. S'il n'y a pas de gènes, il n'y a pas de comportement. Okay? Mais c'est pire que ça. S'il n'y a pas de gènes, il n'y a pas de corps. Donc, il n'y a pas de vie. Donc, n'importe quel comportement que vous avez, à la base, requiert des gènes et un environnement qui déclenche le développement de certaines adaptations ou l'activation de ces adaptations-là. Je vais vous donner un exemple. Okay? Un exemple très simple. Votre corps humain possède une adaptation évoluée que l'on appelle des callosités. Et cette adaptation évoluée-là, c'est lorsque, sur certaines régions de votre corps, lorsque votre peau subit des frictions répétées, ce que votre corps fait, c'est qu'il déclenche la production d'un surplus de cellules de peau. Et le résultat, c'est des callosités, par exemple sur les mains ou les pieds. Si vous jouez de la guitare, par exemple, ou du violon, ou n'importe quel instrument à cordes, de la bass, vous aurez des callosités sur les doigts. Les doigts spécifiquement... en fait, des deux mains, dépendant. Il est fort possible qu'en dessous de vos pieds, si vous marchez beaucoup nu-pieds, vous aurez des callosités comme ça. Okay? Ça, on pense que c'est une adaptation évoluée. Ça veut dire que c'est pas juste par hasard que votre corps fait ça. C'est que dans la longue lignée de vos ancêtres, et on parle pas juste d'ancêtres qui avaient la forme de nous, là, on parle d'ancêtres qui descendent sur des millions d'années. Là. Okay? Il y en avait qui avaient cette variation-là que lorsque leur peau avait une friction répétée, pour une raison ou une autre, ça déclenchait la production de plus de cellules. Okay? Et ça s'est avéré probablement dans plusieurs environnements à être un avantage.
pour la survie et pour la reproduction. Maintenant, vous vous dites peut-être, bon, de quelle manière, c'est normal ridicule, comment est-ce que ça aurait pu profiter à mes ancêtres de faire des callosités au niveau de la reproduction? Okay? Ben, réfléchissez là. On parle sur des millions d'années, donc des petites différences vont faire une différence. Mais aussi, on parle ici de la peau. Si quelqu'un ne fait pas de callosité, et il existe dans un environnement avec énormément de friction, par exemple, la nature, okay? Des centaines de milliers d'années avant que les chaussettes existent, ou que les vêtements existent, okay? Marcher dans la nature, sur les roches, à terre, okay? Ceux qui ne font pas de callosité, là, leur peau va être constamment ouverte, là, blessée. OK? Bonjour les infections, bye bye la reproduction. Ces gens-là vont... Ces organismes-là, parce que c'est pas tout le temps... On parle sur des millions d'années, là, donc c'est pas nécessairement des homo sapiens de la forme que nous l'avons aujourd'hui, là. Ces organismes-là qui font partie de vos ancêtres, il y aurait beaucoup moins de chances. Du point de vue probabilité, là, ils passeraient beaucoup moins de leur gène que les autres qui auraient tendance à former des callosités. Okay? Le fait qu'on a des callosités aujourd'hui, c'est une indication que pendant très longtemps, nos ancêtres humains modernes là, ou non, vivaient dans un environnement avec énormément de friction. Énormément de friction, et la friction, c'est dangereux. Je veux pas. Okay? Et donc, ceux qui avaient la tendance à faire des callosités avaient un certain avantage. Et ça se serait transmis de génération en génération par le fait que ces gens-là avaient tendance beaucoup plus à se reproduire, et ainsi de suite. Probablement parce qu'ils mouraient moins d'infections, et ainsi de suite. Très honnêtement, là, ça peut être juste quelque chose comme ça. Là, t'sais. Et donc, ce qui fait aujourd'hui en sorte que tous les êtres humains sur Terre, pas mal, ont cette adaptation évoluée là, que lorsque leur peau subit de la friction répétée, ça déclenche la production d'un surplus de cellules de peau. Et le résultat, c'est une callosité, et sur les mains ou les pieds. Maintenant, lorsque vous avez une callosité qui est formée sur votre pied, par exemple, cette callosité-là, c'est le résultat de quoi? Ben, c'est le résultat, d'une adaptation que votre corps a, qui est sensible à la friction répétée sur la peau, et qui est complètement génétique. Là. Okay? Cette adaptation-là est programmée génétiquement dans votre corps. Okay? C'est le résultat donc de cette adaptation programmée génétiquement, qui est sensible à la friction répétée sur la peau, et plus d'un environnement qui inclut une friction répétée à la peau. Ça veut dire que même si vous avez une génétique qui fait en sorte que vous avez une adaptation à faire des callosités, vous n'allez pas développer de callosité dans un environnement qui n'inclut pas une friction répétée à la peau. Donc, c'est pas parce que vous avez des gènes, une génétique, qui fait en sorte que vous avez une adaptation de callosité dans votre nature, qui fait en sorte que vous allez nécessairement avoir des callosités. Donc, la callosité n'est pas génétiquement prédéterminée. Ça prend l'adaptation génétiquement présente et un environnement qui inclut une friction répétée à la peau. Okay, on ne dirait jamais que les callosités sont génétiquement déterminées et se produisent indépendamment de l'apport de l'environnement. Ça ne fera aucun sens. Ça ne fera aucun sens. Il y a peut-être des gens qui les développent plus facilement que d'autres. Peut-être des gens qui les développent plus difficilement que d'autres. Mais ça prend toujours un environnement. De toute façon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi exister à l'extérieur d'un environnement? Ça voudrait dire quoi qu'il n'y ait pas d'environnement? Réfléchissez à ce que ça voudrait dire. Ça ne fait aucun sens. Vous ne pouvez pas penser à un organisme qui n'est pas dans un environnement. Même si vous dites, ben disons qu'on le met dans une boîte. On prend un bébé, là, puis il reste dans une boîte noire, sans lumière. Okay, mais la boîte noire, sans lumière, c'est un environnement quand même. Okay, plus il y a la gravité, ou est-ce qu'il flotte dans l'espace? Il y a de la gravité, ça fait partie de l'environnement. Est-ce qu'il respire de l'air? Oui, il fait partie de l'environnement. Tu sais, c'est comme... philosophiquement, là, on est incapable de penser à un organisme qui n'est pas dans un environnement. Donc, même les choses qu'on dit qui sont
causés par des gènes, on veut toujours dire qu'ils sont causés par des gènes qui interagissent avec des environnements. Et c'est la même chose pour le comportement humain. Okay? Les adaptations, elles évoluent spécifiquement parce qu'elles offrent aux organismes des outils aux prises avec les problèmes posés par l'environnement. Donc, quelque chose qu'on dit que ça soit une adaptation qui a été passée par nos ancêtres, c'est une adaptation parce qu'elle offre un certain outil pour résoudre un problème qui est posé par l'environnement. Dans ce cas-ci, la friction. Et pourquoi c'est un problème, la friction? Parce que ça détruit la peau. Et quand la peau est détruite, il y a la barrière, cette barrière-là est détruite, et là, c'est les infections, et la maladie, et la mort. OK? Donc, même une adaptation qui est génétiquement programmée, comme le fait de faire des callosités, ne fait aucun sens si ce n'est pas dans le contexte d'une interaction avec un environnement. Okay? Et en psychologie évolutionniste, évidemment, on ne s'intéresse pas aux callosités, mais on s'intéresse à toutes sortes de comportements, de tendances, de préférences, d'attitudes, de réactions, de façons de percevoir le monde que l'on fait comme argument que ce sont des adaptations évoluées. Okay? Et là, la tendance des gens est de dire « Ah, ben donc c'est des adaptations, ça veut dire que c'est génétique, ça veut dire que notre façon de voir le monde, c'est génétiquement préprogrammé. » Non, c'est toujours en interaction avec un environnement. Okay? Donc la notion de déterminisme génétique, le fait que nos comportements sont causés par des gènes sans apport ou influence de l'environnement, c'est une erreur dès le départ. Comme la callosité ici c'est pas du déterminisme génétique. Ça prend un environnement avec la friction pour que ça arrive. Okay? Donc la théorie évolutionniste ou la psychologie évolutionniste n'implique pas du tout le déterminisme génétique. Pas du tout. Oui, une grande partie de vos comportements sont peut-être des adaptations psychologiques passées au fil de l'évolution, par le fait que certains de vos ancêtres ont passé certains gènes plus que d'autres. Okay. Mais non, ce n'est pas le produit uniquement de vos gènes, ces adaptations-là. La deuxième erreur que les gens ont tendance à faire, c'est de penser que si quelque chose est le produit de l'évolution, on ne peut pas le changer. Tu sais, comme par exemple, bon, ben, c'est à cause de l'évolution que les hommes sont d'une certaine manière comparativement aux femmes, et donc à cause que c'est à cause de l'évolution, donc il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Là. L'évolution, c'est sur des millions d'années, on ne peut rien faire là-dessus. Là. Aujourd'hui, on est pris avec ça. Okay? On est pris avec ça parce que ben, ça a évolué comme ça. Okay? N'importe quoi. C'est une erreur, ça. Okay? Donc, un deuxième malentendu, c'est que la théorie évolutionniste implique que le comportement humain est imperméable au changement. Ça a évolué, donc c'est pris comme ça, c'est pris dans notre nature. Notre nature est comme ça, on ne peut rien changer. N'importe quoi. Okay? Revenons à l'exemple de callosité. Les callosités, là, ça fait partie de votre nature humaine. Vous ne pouvez pas vous empêcher de former des callosités s'il y a de la friction répétée sur votre peau. Essayez tant que vous voulez, vous n'arriverez pas. Mais, vous avez quand même contrôle sur vos callosités. Comment? Ben, certainement pas en changeant votre génétique qui fait que vous avez cette adaptation de callosité. Mais qu'est-ce que vous pouvez changer? Ben, Seigneur, vous pouvez changer votre environnement. Les humains peuvent créer des environnements et les humains créent des environnements. On modifie l'environnement, notre environnement physique, depuis des millénaires, de manière drastique. Regardez alentour de vous. Regardez les bâtisses qu'on y retrouve, regardez les objets qu'on y retrouve, les tapis, les gratte-ciels, la peinture, les lumières extérieures. Vous pensez-vous vraiment que ça faisait partie de l'environnement physique d'il y a 5000 ans, ça? Rien de ça existait. D'une certaine manière, tout ce qu'on fait, les êtres humains, c'est changer notre environnement physique. OK? Et donc, les humains peuvent créer des environnements physiques qui peuvent, par exemple, minimiser la friction. Autrement dit, ils peuvent changer leur environnement
pour empêcher l'activation des mécanismes sous-jacents de production de callosité. Exemple, mettez des bas. Quand vous avez des bas ou des chaussettes, il y a beaucoup moins de friction sur votre peau. Cling! Vous venez juste de couper là le mécanisme de production de callosité. Est-ce que vous avez encore l'adaptation génétique? Oui, vous l'avez. Mais vous êtes en train de niaiser, de jouer avec l'apport environnemental et vous diminuez le fait que vous avez des callosités. Okay? Donc, quand on connaît ces mécanismes, quand on connaît les mécanismes qu'on a, quand on sait qu'on a certaines adaptations à nous qui nous poussent à réagir d'une certaine manière, par exemple à former des callosités. Okay? Et quand on connaît l'apport environnemental qui déclenche leur activation, quand on sait quelles sont nos tendances adaptatives qui font partie de notre nature humaine et qu'en plus on connaît quel genre d'environnement a tendance à les déclencher, ça nous donne le pouvoir d'interférer avec elles, comme par exemple de diminuer la production de callosité. Donc, au lieu de dire que à cause que c'est évolué, on ne peut pas le changer, à cause que c'est le produit de l'évolution, on ne peut pas le changer, c'est littéralement l'inverse. C'est que si vous savez que vous avez telle tendance qui fait partie de la nature humaine et que vous comprenez pourquoi vous l'avez parce qu'elle fait partie de le résultat de l'évolution pour telle et telle raison, et que vous savez quel truc dans l'environnement a tendance à déclencher cette adaptation-là ou cette réaction-là, vous êtes en meilleure position pour contrôler et pour jouer avec l'environnement dans le but de ne pas activer cette adaptation-là, si c'est négatif, ou pour l'activer plus souvent, si c'est positif. Okay? Donc, ça vous donne le pouvoir de changer. Connaître votre nature humaine et l'environnement, et les environnements et les apports environnementaux auxquels elle a évolué pour répondre, ça vous donne encore plus de contrôle. Okay. À date, je parle des callosités, puis c'est un exemple un peu impressionnant. Peu impressionnant parce que vous avez tendance à former des callosités facilement. Je vous dirais que vous vous rendez pas compte de comment ça vous a sauvé la vie plusieurs fois en empêchant des infections puis toutes sortes de trucs. En tout cas. Mais allons au niveau du comportement social. Okay? Et je fais le même argument. Si on connaît nos adaptations évoluées, okay? Puis en passant, quand je parle de vos adaptations évoluées, j'ai toujours peur que vous pensiez que chaque personne a ses propres adaptations évoluées. C'est pas ça que je veux dire là. C'est pas ça que je veux dire là. Je veux parler de tout le monde sur Terre. Il y a une nature humaine, Homo sapiens. Par le fait que vous êtes Homo sapiens, vous avez certaines adaptations évoluées, partagées par toutes les autres Homo sapiens. Okay? Bien qu'il peut y avoir des variations entre groupes, là, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça devient trop compliqué. Donc, si vous connaissez les adaptations évoluées qui font partie de la nature humaine, okay? Et que vous connaissez les apports sociaux, les conditions sociales qui les activent, ça vous donne le pouvoir de modifier votre comportement social. Plutôt que de dire « Ah, ça fait partie de ma nature, de la nature de l'être humain, on ne peut pas changer ça. » Au contraire, à cause que ça fait partie de la nature de l'être humain et que vous connaissez quels sont les environnements qui déclenchent ces adaptations-là qui font partie de la nature de l'être humain, vous avez maintenant le pouvoir de faire quelque chose. Par exemple, et on va reparler de ça longuement, il a été démontré par de nombreuses recherches que les mâles, okay, chez Homo sapiens, les mâles ont un seuil d'inférence d'intention sexuelle inférieur à celui des femelles. Okay. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme sourit à un homme, les hommes sont plus susceptibles d'inférer que la femme est sexuellement intéressée que les femmes. Okay? Ça veut dire que les hommes, beaucoup plus que les femmes, ont tendance à faussement interpréter que une femme qui leur sourit est sexuellement intéressée.
OK? C'est ce qu'on appellerait un genre de biais de sur-intention sexuelle. Ça veut dire que les hommes... les hommes sont biaisés naturellement à surpercevoir de l'intention sexuelle chez des femmes qui montrent n'importe quel signal positif comme un sourire. Okay? Et ce que ça veut dire en gros, c'est que dans un bar, un homme sourit à une femme et la femme va penser je sais pas moi, je sais pas, il doit être heureux ou peut-être qu'il aimerait apprendre à me connaître ou il a l'air fin. Mais dans ce même bar, une femme sourit à un homme et les chances sont beaucoup plus élevées ici que l'homme dise « Oh, elle m'a souri, elle est intéressée peut-être à moi. » Et on peut peut-être avoir une relation sexuelle. Okay, je ne veux pas nécessairement dire que c'est conscient, là. Ça peut être inconscient aussi. Mais la tendance est là. Et ça cause évidemment toutes sortes de problèmes. Et l'idée, c'est que c'est naturel, là, ça. Là. Et encore là, si vous pensez que par naturel, je veux dire bon, vous mettez le doigt dans l'œil. Okay? Le cancer, c'est naturel. Crise cardiaque, c'est naturel. Okay? C'est pas parce que c'est naturel que c'est désirable. Okay? Mais on a chez les Homo sapiens des mâles qui ont tendance à surestimer l'intérêt sexuel des femmes. Ce genre de biais de surperception d'intention sexuelle-là, et on va en parler de ça, fait très probablement partie d'une adaptation psychologique. Ça semblerait être une adaptation psychologique chez les hommes qui les motive à chercher des opportunités sexuelles occasionnelles. Okay? La logique est la suivante. C'est que chez vos ancêtres hommes, chez les ancêtres mâles, ceux qui avaient tendance à détecter partout de l'intérêt sexuel de la part de partenaires potentiels avaient tendance à se reproduire plus souvent que ceux qui avaient tendance à n'en détecter aucune. Okay, c'est comme logique. Okay? Et l'argument, c'est qu'en effet, cette tendance-là a donné, cette adaptation-là, cette caractéristique-là de percevoir partout l'intention sexuelle. Oui, parfois, nos ancêtres se trompaient, mais au bout du compte, en moyenne, ils se reproduisaient plus que ceux qui n'en percevaient presque pas l'intention sexuelle, lorsque les femmes là, ou les femelles leur montraient des signaux. Okay. Et donc, ce que ça a donné, c'est que ceux qui avaient cette tendance à surpercevoir, ils ont comme saturé les prochaines générations de leurs gènes parce qu'ils se reproduisaient tellement. Okay. Qu'aujourd'hui, la plupart, il y a une tendance chez les mâles, des Homo sapiens mâles, d'avoir cette tendance à surpercevoir l'intention sexuelle chez les femelles. Okay, ça fait partie de la nature humaine mâle. Et encore une fois, si vous comprenez ma phrase, ça fait partie de la nature humaine mâle, comme voulant dire c'est une bonne chose et c'est ce que c'est être un homme et on devrait tous être comme ça les hommes, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Okay. C'est un problème. Mais parce qu'on sait, parce qu'on peut dire aux hommes, hey, dans votre nature de Homo sapiens mâle, vous avez cette adaptation-là qui existe pour telle raison, de un. De deux, ça emmerde pas mal vos collègues femmes dans l'espèce parce que, c'est pas parce qu'une femme vous sourit qu'elle veut nécessairement avoir des relations sexuelles avec vous. Très souvent, c'est pas le cas. Et cette activation que vous avez a tendance à surpercevoir l'intérêt sexuel d'une femme. Elle est sensible à toutes sortes d'apports environnementaux comme le sourire. Donc, quand une femme vous sourit, vous allez avoir tendance à penser ça. Quand une femme joue avec ses cheveux devant vous, vous allez avoir tendance à penser ça, etc., etc., etc. Donc là, on connaît l'adaptation. On sait pourquoi elle existe. On sait on sait ce qui la déclenche. Et on sait ce que ça donne. Et on sait que c'est un problème. OK? Là, on peut dire, on peut éduquer les hommes avec ça. Hein? Les hommes peuvent être éduqués avec l'information qu'ils ont des seuils inférieurs pour inférer l'intention sexuelle
quand une femme leur sourit. Des seuils inférieurs à ceux des femmes. Ils ont tendance plus facilement, dans le fond. Ils ont besoin de moins d'informations pour inférer l'intention sexuelle chez une femme, comparativement à une femme. Okay? On peut montrer ça aux hommes. Et leur dire, regarde, c'est pas quelque chose dont tu devrais te sentir mal que tu as ça en toi. Ça fait partie de la nature mâle homo sapiens pour telle raison. Maintenant que tu sais ça, et maintenant que tu sais que c'est un problème, et présumément tu veux pas emmerder la population des femmes, parce que qui voudrait faire ça, à moins qu'il y ait peut-être des hommes qui diraient « Ah non, moi ça me dérange pas », mais moi personnellement, j'ai pas envie d'emmerder les femmes avec des billets, pas des billets, mais des adaptations mâles qui dérangent 50% de la population, tu sais. Bon, ben alors, si tu sais ça, tu sais l'environnement, tu sais les apports environnementaux qui déclenchent cette surestimation-là, le sourire, par exemple, ben tu peux apprendre à t'attraper toi-même et à dire « Ah! » Donc, tu peux être dans un bar, voir une femme sourire, dire « Ah, elle, je te parie qu'elle est intéressée, je devrais l'approcher. » Puis là, tout à coup, dire « Ah non, merde! C'est mon adaptation, je suis en train de surestimer. Peut-être que je peux quand même l'approcher, mais de manière plus respectueuse, sans présupposer qu'elle vient juste de me donner un signal sexuel et faire une conversation complètement normale. Okay? Puis voir où ça va. Plutôt que d'entrer là-dedans en présupposant qu'il y a eu un signal sexuel, puis ensuite de se fâcher parce que, ben, coudonc, elle m'avait souri, puis ensuite elle m'a rejeté, c'est quoi son problème? Tu sais? Donc, il y a façon d'éduquer, par exemple, les hommes à mieux se comporter par rapport à ça. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on peut le faire en disant aux hommes, regarde, voici une adaptation qui fait partie de la nature mâle homo sapiens, qui a telle conséquence. Elle se déclenche avec tel signal, une femme qui te sourit, par exemple, ou une femme qui te regarde, ou une femme qui joue avec ses cheveux, ou une femme qui rigole à tout ce que tu dis, par exemple. T'sais. Toi, tu vas avoir tendance à prendre ces signaux-là puis à inférer telle chose, qu'elle est sexuellement intéressée. Okay? C'est possible qu'elle soit sexuellement intéressée, mais c'est aussi possible qu'elle ne le soit pas. Et toi, tu vas avoir tendance à surestimer la possibilité qu'elle le soit. Pour des très bonnes raisons biologiques qui font partie de l'évolution, mais qui peuvent causer problème. OK? Et donc, ce qu'on veut, c'est que tu comprennes ça pour que tu puisses finalement contrôler ça et approcher une femme, par exemple, dans un bar, d'une manière plus respectueuse, en ne présupposant pas qu'elle vient juste de te donner un message sexuel, ou en présupposant qu'elle t'en a peut-être donné un, mais tu ne devrais pas être si certain de toi-même. OK? Donc, en principe, ces connaissances-là peuvent être utilisées par les hommes, donc pour diminuer le nombre de fois où ils agissent sur leurs fausses inférences d'intérêt sexuel, diminuer le nombre d'avances sexuelles non désirées à l'égard des femmes, etc. Donc, ici, on voit un superbe exemple où on prend quelque chose qu'on croit savoir être une adaptation au niveau du désir sexuel chez les hommes, une différence entre les hommes et les femmes, ce qui est la tendance à surinférer l'intention sexuelle chez les hommes. On prend ça et on utilise cette connaissance-là pour, plutôt que de dire maudit que c'est triste, les hommes ont ça dans leur nature, ce sont tous des salauds dans le fond. Non, on prend ça et on utilise ça spécifiquement pour changer. OK? Et il y a plein de choses que si vous saviez à propos de vous, de comment vous êtes d'une certaine manière préprogrammé pour répondre à un certain apport environnemental d'une certaine manière, ça vous libère, ça vous permet de dire « Ah, maintenant que je comprends comment ça fonctionne, je peux penser différemment. » Et donc, si c'est le produit de l'évolution, on peut le changer. On peut le changer. C'est pas parce que quelque chose est le produit de l'évolution que c'est noble, que c'est
super, qu'on devrait respecter ça. C'est pas parce que ça fait partie de notre nature humaine, de la nature de notre espèce, qu'on devrait se mettre à genoux devant ça, puis respecter ça, puis dire oh, merveilleuse nature humaine, on va faire tout ce que tu nous dis. Au contraire, on a parfois le devoir de mieux comprendre notre nature humaine et son évolution dans le but de la dépasser ou de ne pas s'adonner au comportement qu'elle a tendance à nous pousser à émettre dans certaines conditions environnementales. Okay? Parce qu'il y a plein de choses à propos de la nature humaine, et j'espère avoir le temps de le voir dans le cours. L'argument psycho-évolutionniste, c'est qu'il y a énormément de choses à propos de la nature humaine qui sont très laides. Elles sont très socialement peu désirables, très violentes. Okay? Et puis là, vous pourriez vous demander, mais pourquoi elles font partie de la nature humaine? Pourquoi les humains choisiraient d'être comme ça? Ils n'ont pas choisi. La logique, c'est, regarde, ce qui fait que les gènes se reproduisent plus, c'est ce qui va rentrer dans la nature humaine. Et malheureusement, il y a certains comportements et tendances très violentes, très socialement indésirables, qui font que certaines personnes se reproduisent plus. OK? Et donc, il y a certaines choses qui rentrent dans la nature, qui sont rentrées dans la nature humaine au fil des millions d'années, qui sont aujourd'hui vraiment très indésirables. Et la façon de s'y prendre pour essayer de ne pas tomber dans le panneau, là, de dépasser sa nature humaine, c'est de comprendre sa nature humaine. Okay? De comprendre comment ça fonctionne. Autrement dit, comprendre nos adaptations psychologiques évoluées, ainsi que les stimuli sociaux auxquels elles sont sensibles, nous permet d'initier un changement dans nos comportements. Évidemment, ça ne signifie pas que la modification du comportement est simple ou facile. Ça ne va pas toujours être simple ou facile. Mais le fait d'avoir plus de connaissances sur notre nature humaine, sur les mécanismes psychologiques évolués qui font partie de notre nature humaine, nous donne plus de pouvoir pour les changer, et non l'inverse. OK? Et ça, c'est l'inverse d'être condamné à un comportement qui est immuable, qui ne peut pas changer parce que ça fait partie de notre nature évoluée. C'est littéralement l'inverse de ça. Okay? Erreur 3. L'erreur 3, c'est de penser qu'on a toutes sortes de mécanismes évolués psychologiques en nous, toutes sortes d'adaptations. Et si elles sont le produit de l'évolution par sélection naturelle et sexuelle, et que elles sont le produit de nos ancêtres qui avaient le plus de succès à se reproduire dans certains environnements et à passer leurs gènes. Donc, nos mécanismes évolués, puis en plus, on parle d'évolution, tu sais, comme s'il y avait quelque chose qui devient de mieux en mieux, mais je pense que j'ai déjà parlé de ça, c'est une erreur, ça. Okay? Mais les gens pensent comme ça. Donc, ça les amène à dire, donc, nos mécanismes évolués, notre nature évolue aujourd'hui, là, elle doit avoir été produite de manière vraiment optimale. Ça veut dire qu'on doit avoir en nous des adaptations qui sont juste le top du top là, en termes de forme de vie. OK? Et ça, c'est une erreur. Le concept d'adaptation. Okay? L'idée que les mécanismes psychologiques que vous avez ont des fonctions évoluées, que les émotions que vous avez, que les tendances que vous avez en tant qu'être humain ont des fonctions évoluées. Ça conduit à de nombreuses découvertes exceptionnelles au cours du dernier siècle, évidemment. Mais ça ne signifie pas que la collection de mécanismes adaptatifs qui sont présents dans votre nature humaine, elle est conçue de façon optimale. Parce que, premièrement, elle n'est pas conçue. Et l'évolution n'a pas de but en tête. L'évolution, c'est pas un designer qui veut créer une espèce qui a certaines adaptations les plus parfaites possibles. L'adaptation, c'est un processus complètement aveugle, sans aucun but. C'est simplement un processus au niveau de la probabilité.
certains individus avec certaines variations vont avoir plus tendance à se reproduire, plus de probabilités qu'ils se reproduisent, plus de probabilités qu'ils passent leur gène à la prochaine génération. That's it, that's all. Il n'y a pas de but là-dedans. Il n'y a pas de vouloir devenir de mieux en mieux. Il n'y a pas ça. Donc, ce qui veut dire que votre nature humaine et toutes les merveilleuses adaptations qu'elle contient, même si elle est le produit de millions d'années d'évolution, dépendant à quel point, évidemment, si on part de la première forme de vie, on pourrait parler de milliards d'années d'évolution, mais en tout cas, même si elle est le produit d'un temps inconcevable d'évolution, ça ne veut pas dire qu'elle est optimale. Bien au contraire. L'évolution peut fonctionner pendant des millions d'années pour créer des adaptations qui sont nullement optimales. Okay? En fait, un ingénieur grincerait probablement des dents en constatant la manière dont certains de nos, disons, de nos mécanismes psychologiques sont structurés. Okay? Comment fonctionne la mémoire? Comment fonctionne le langage? Comment fonctionnent les émotions? Comment fonctionne la perception visuelle? Okay? C'est vraiment pas optimal, tous ces trucs-là. C'est souvent fait de manière... C'est souvent le produit de systèmes qui fonctionnent de manière hasardeuse, avec un morceau ici, un morceau par là. Okay? L'évolution n'est pas intéressée à designer des choses optimales. L'évolution, tout ce qu'elle fait, c'est sélectionner certaines choses qui fonctionnent mieux dans certains environnements que d'autres pour se reproduire. Et elle bâtit par rapport à ça. Ce qui fait que tu as des adaptations qui évoluent par-dessus d'autres adaptations, qui évoluent par-dessus d'autres adaptations, puis au bout d'un moment, c'est un gros mishmash qui fait aucun sens. Nos adaptations sont loin d'être optimales. Loin, loin, loin d'être optimales. OK? Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler. Peut-être que je vous apporterai je vous amènerai à lire à ça, mais souvent un exemple d'adaptation optimale que les gens parlent, c'est l'œil humain. Ils disent « Wow, l'œil humain, c'est vraiment incroyable. » Si tu prends un œil, c'est tellement beau, il y a des parties précises là-dedans, c'est incroyable. C'est conçu vraiment de manière optimale là, pour capter la lumière. Et quand on regarde l'œil, ce qu'on se rend compte, c'est que non. Si un ingénieur aujourd'hui avait à bâtir un œil, il le bâtirait vraiment différemment que l'œil humain. Pourquoi? Parce que l'œil humain est vraiment bâti de manière weird. Okay? C'est un genre de mishmash de parties avec des parties qui sont à l'envers, qui font en sorte que le cerveau doit compenser pour certains trucs. C'est pas optimal du tout. Et l'idée, c'est que vos adaptations psychologiques sont comme ça aussi. Et nos adaptations, donc, sont loin d'être optimales en raison de plusieurs facteurs. Un premier facteur qui agit comme contrainte sur l'optimalité de nos mécanismes adaptatifs qu'on a évolués, c'est le décalage évolutionnaire. C'est la simple idée que l'évolution réfère au changement au fil du temps sur des milliers de générations, OK? Sur des milliers de générations. Il en découle de ça que les humains existants sont nécessairement adaptés aux environnements passés qui les ont façonnés, et non ceux d'aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que toutes les adaptations qui font partie de la nature humaine Homo sapiens courante, qui pourrait changer là, dans 500 000 années si on est encore ici. Pourrait changer un peu. C'est pas long, hein, en passant 500 000 années en termes évolutionnistes, c'est un claquement des doigts, c'est pas long. En tout cas, les adaptations qu'on a aujourd'hui dans notre nature humaine, okay, elles sont venues à être incluses dans la nature humaine parce que les ancêtres qui avaient ces variations-là utiles ont passé plus de gènes, mais dans les environnements dans l'environnement à ce moment-là. Okay, on est vraiment bien évolué. On a toutes les adaptations nécessaires pour les environnements dans lesquels nos ancêtres
ont existé. Parce que c'est dans ces environnements-là que nos ancêtres ont été sélectionnés. Mais on n'a aucune adaptation pour l'environnement d'aujourd'hui. Il y en a peut-être qui fonctionnent encore, mais il y en a plein qui ne fonctionnent pas. OK? Et il découle de ça qu'il y a un décalage évolutionnaire. OK? Les humains existants sont nécessairement adaptés aux environnements passés qui les ont façonnés et non à ceux d'aujourd'hui. Comme l'évolution ne t'adapte pas pour l'environnement d'aujourd'hui. L'évolution t'adapte pour l'environnement présent dans lequel tu es, mais l'environnement change, lui, au fil du temps. OK? Donc, et on peut voir ça dans un graphique ici. Vous avez time, ici le temps, OK? L'environnement originel, des changements dans l'environnement, d'autres changements dans l'environnement, OK? Et donc ici, vous avez l'environnement originel, OK? Et pendant des milliers d'années, cet environnement-là reste, il demeure le même, et ceux qui ont certaines habiletés importantes dans cet environnement-là se reproduisent plus, et ça vient à faire partie de l'espèce. Ceux qui ont certaines caractéristiques qui causent problème viennent à être éliminés, et ainsi de suite. Et l'espèce, finalement, vient avoir une nature qui est vraiment parfaitement adapté à cet environnement original-là, mais tout à coup, pouf, l'environnement change. Mais là, les espèces qui se retrouvent à ce point-ci ne sont pas adaptées pour cet environnement-là qui vient de changer, sont adaptées pour cet environnement-là. Parce que c'est tout, pendant tout ce processus-là, ils se sont adaptés à cet environnement-là, graduellement. Et là, pouf, l'environnement change. Puis les environnements changent constamment là, sur Terre. Donc, le trait, une adaptation, prenons une adaptation au hasard, là, dans la nature humaine, elle va être soit neutre ou avantageuse ici, tant qu'on est dans l'environnement original. Mais la minute où l'environnement change, cette adaptation-là, elle est décalée. Ce qu'on appelle un mismatch. Okay? Le mismatch hypothesis en anglais, ou l'hypothèse du décalage évolutionnaire en français, c'est cette idée que les Homo sapiens d'aujourd'hui, leur nature est adaptée pour l'environnement d'il y a des centaines de milliers d'années, pas l'environnement d'aujourd'hui. On n'a pas encore eu le temps de filtrer ceux qui se produisent mieux et ceux qui se reproduisent moins. On n'a pas encore eu le temps pour la sélection d'opérer dans l'environnement aujourd'hui. Okay? Ça va prendre des centaines de milliers d'années avec un environnement d'aujourd'hui qui change. Qui change pas, qui demeure, pour qu'il y ait sélection. Le problème, c'est que nos environnements changent de plus en plus vite. Ça aussi, c'est un problème. Okay? Dans le passé, les environnements auraient changé, mais pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les environnements changent tellement vite qui fait qu'à la limite, la sélection n'a plus le temps d'opérer parce que l'environnement change constamment. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous terminer en tant qu'espèce. OK? Et donc, pendant tout ce temps-là où l'environnement vient de changer et les êtres sont pris avec ces adaptations-là, cette adaptation-là, elle est décalée, elle ne fonctionne plus. Et au bout d'un moment, il va falloir que la sélection opère graduellement pour l'enlever. Disons qu'ici, vous obtenez une adaptation graduellement qui est très utile dans cet environnement-là original, mais qu'elle devient problématique dans cet nouvel environnement-là. Donc, elle est problématique tout ici. Ça prend des centaines de milliers d'années pour qu'elle soit effacée parce qu'elle est problématique, parce que ceux qui l'ont ont tendance à moins se reproduire, et ainsi de suite. Mais là, l'environnement change encore. Là, elle pourrait devenir encore utile. Ah ben là. OK? Et donc, c'est cette idée que finalement, notre nature, oui, elle est adaptée, on a des adaptations, mais ce n'est pas des adaptations au milieu d'aujourd'hui. C'est des adaptations au milieu d'il y a des centaines de milliers d'années. Ce qui fait en sorte que certaines des adaptations d'aujourd'hui ne sont vraiment pas conçues de manière optimale pour aujourd'hui. Nullement. Même que c'est un problème. OK? Dit autrement, nous sommes munis d'un cerveau de l'âge de pierre, mais nous vivons dans un environnement moderne. Ou comme Cronin en 91 a dit,
We are walking archives of ancestral wisdom. OK? Prenons un exemple de ça. Il y a des centaines de milliers d'années, c'était très difficile de se nourrir. Okay? Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas rien. Il va falloir trouver des fruits, des racines qu'on peut manger. OK? Et dans un environnement comme ça, ceux qui ont des ancêtres qui ont une forte préférence gustative pour le gras et le sucre vont être très motivés à chercher de la nourriture, puis se nourrir, puis en manger plus, et ainsi de suite. Ils vont avoir plus tendance à survivre et à se reproduire. Ceux qui n'ont pas nécessairement une préférence gustative pour le gras et le sucre, en passant, pourquoi le gras et le sucre? Parce que ces choses-là sont le plus caloriquement denses et donc vous permettent le plus de survivre. OK? Donc, ceux qui préféraient des trucs, le gras et le sucre, avaient plus tendance à survivre simplement parce qu'ils cherchaient plus à manger ces trucs-là et ça leur donnait plus de calories. Okay? Comparativement à ceux qui n'avaient pas ces préférences-là, eux se nourrissaient d'un peu n'importe quoi, pas beaucoup de gras, pas beaucoup de sucre, et finalement avaient moins tendance à survivre parce que finalement, ils ingéraient moins de calories. Okay? C'est juste ça. Puis là, quand je dis gras, sucre, pensez pas à des beignes puis à du McDonald's. On parle de centaines de milliers d'années. Là. Qu'est-ce qui est gras? Du gras animal. Donc, tuer un animal ou trouver une carcasse et vouloir la consommer. Qu'est-ce qui est sucré? Des fruits, certaines formes de plantes peut-être. T'sais? Donc, ceux qui avaient une préférence gustative pour le gras et le sucre, même une obsession pour le gras et le sucre, passaient plus de temps à manger ces trucs-là, à les chercher, et donc avaient plus de chances d'ingérer plus de calories et de survivre une journée de plus pour potentiellement se reproduire. Ceux qui avaient moins ces préférences-là avaient moins tendance à ingérer moins de calories et avaient tendance à moins survivre et à moins se reproduire. Ce qui fait que chez l'être humain, on a évolué au fil de centaines de milliers d'années d'une certaine manière que nous avons une adaptation chez nous qui est une préférence gustative pour le gras et le sucre. Tous les êtres humains adorent le gras et le sucre. Le gras, le sucre et le sel aussi, je devrais dire. Okay? Allez dans n'importe quelle culture, le gras, le sucre et le sel sont des choses qui sont valorisées. Okay? Regardez toute notre malbouffe aujourd'hui, gras, sucre, sel. Ça pourrait être d'autres choses. Non, c'est gras, sucre, sel. Pourquoi? Okay? C'est à cause que nos ancêtres qui étaient obsédés par le gras, le sucre et le sel avaient plus tendance à survivre parce qu'ils ingéraient plus de calories que ceux qui n'étaient pas obsédés par ça. Okay? Donc, on a hérité d'eux cette tendance-là. Mais cette tendance-là à adorer ces trucs-là, à adorer le gras, le sucre et le sel, okay? À être motivé par l'obtention de gras, de sucre et de sel, cette tendance-là, elle était vraiment adaptée à un environnement dans lequel le gras, le sucre et le sel étaient rares et étaient des substances très importantes pour survivre parce que c'était très calorifique. Et pour le sel, c'est pas calorifique, là, mais ça amène toutes sortes de bénéfices au niveau de la santé. Okay? Mais dans notre environnement présent, où on est saturé de gras, de sucre et de sel, où tu n'as même pas besoin de marcher 500 mètres pour trouver une place où tu vas pouvoir avoir du gras, du sucre et du sel. Et qu'on a encore cette adaptation d'adorer le gras, le sucre et le sel, d'être motivé par la consommation de gras, sucre et de sel. Cette adaptation-là n'est plus du tout adaptative dans l'environnement présent. Elle est même un problème. Elle mène à des artères obstruées, au diabète de type 2, aux crises cardiaques et à la limite, à des problèmes de santé qui pourraient diminuer la reproduction. Okay? Bien que ces problèmes-là de santé arrivent souvent à un moment de la vie où est-ce que les gens se sont déjà reproduits. C'est souvent, ça frappe les gens un peu plus vieux. C'est par exemple dans la quarantaine, cinquantaine, mais très souvent, les gens se sont déjà reproduits. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui est problématique au niveau de la reproduction aujourd'hui, mais c'est certainement pas adaptatif. Certainement pas optimal. Regardez notre culture de se rassembler pour bouffer.
Regardez ce qu'on mange quand on est content, quand on célèbre des choses. Gras, sucre, sel. Okay? Ça fait vraiment partie de notre nature. Et c'est pas optimal. Okay? Et donc ici, il y a un décalage. Un décalage entre l'environnement qui a façonné nos mécanismes, le passé chasseur-cueilleur qui a formé beaucoup de notre environnement sélectif, et l'environnement d'aujourd'hui, où est-ce que la bouffe est pleinement accessible n'importe quand, et de la bouffe qui en plus, de la bouffe qui est designée avec en tête la connaissance que ce qui va faire venir les gens au restaurant, c'est sucre, sel et gras. La bouffe est designée pour ça, là, aujourd'hui. Donc, on a un mismatch, on a un décalage qui est vraiment problématique. Okay? Signifie que, dans le fond, certains de nos mécanismes évolués peuvent ne pas être conçus de manière optimale pour l'environnement actuel. Okay? Et ça, c'est un bel exemple. Une deuxième contrainte sur l'optimalité de nos adaptations, c'est leur coût. Okay? C'est que les adaptations ont des bénéfices, mais ils ont des coûts aussi. Parce qu'une adaptation, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance à agir d'une certaine manière, de répondre d'une certaine manière à un certain stimulus. Pourquoi? Parce que nos ancêtres qui répondaient de telle manière se sont plus reproduits, ont passé plus les gènes qui ont tendance à donner cette adaptation-là. Et donc, nous arrivons avec une tendance, à une adaptation, une tendance à réagir plus d'une certaine manière à un stimulus comparativement à une autre manière. Right? C'est ça, d'une certaine manière, une adaptation. À préférer le sucre, le gras et le sel que d'autres choses. Okay? Mais ces adaptations-là, elles ont des bénéfices, mais elles ont des coûts aussi. Okay? Et leur coût est une contrainte à leur optimalité. Considérons comme analogie le risque d'être tué au volant d'une voiture. Et vous savez qu'à chaque fois que vous allez, vous prenez le volant, il y a un certain risque que vous soyez tué au volant, okay? Dans un accident. Si on réfléchit à ça, notre société, en principe, pourrait réduire ce risque à presque zéro. Virtuellement à zéro. En 5 ans, on pourrait réduire ça absolument là, à zéro. Si on prenait certaines mesures. Par exemple, si on imposait une limite de vitesse très basse, partout, 20 km/h max. Okay? Et si on forçait tout le monde à conduire, par exemple, dans des camions blindés avec 10 pieds de rembourrage à l'intérieur. Okay? On fait ça, dans 5 ans, il n'y a plus aucune personne qui meurt dans les accidents de voiture. On a sauvé des milliers de vies par année, juste en Ontario. C'est peut-être beaucoup au Canada. Okay? Mais vraiment, qui va faire ça? Quelle société va faire ça? Okay? Le problème avec ça, c'est qu'on considère que les coûts de cette solution sont beaucoup trop élevés. Conduire à 20 km/h, my God, ça va ruiner notre économie. Okay? Combien ça va coûter ces camions blindés-là? Ouais, ça ne marche pas, cette solution-là. La solution est là, on pourrait le faire. Le problème, c'est pas que c'est impossible. Le problème, c'est que les coûts sont trop élevés. Okay? Et cette même logique-là du coût est la même chose qui empêche l'évolution de produire des adaptations qui sont optimales. Okay? Comme par exemple, on pourrait envisager que la sélection naturelle aurait prédisposé l'humain à être si terrorisé des serpents qu'il ne s'aventure jamais à l'extérieur. Okay? Des environnements, certains des premiers humains modernes, Homo sapiens modernes, okay, auraient évolué viendraient spécifiquement d'une partie de l'Afrique de l'Est. Okay? En Afrique, on retrouve beaucoup de serpents, c'est normal. Et il y a des morts par morsure de serpents par année. C'est quelque chose qui est malheureux et qui est complètement normal. On aurait pu s'envisager que nos ancêtres, qui venaient du continent africain, qui ne s'appelait pas l'Afrique à ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas ce mot-là, mais ils auraient été avantagés par avoir une peur des serpents. Pourquoi? Parce que ceux qui auraient eu tellement peur des serpents qu'ils ne seraient jamais sortis à l'extérieur, ben, ils se seraient reproduits plus parce que
ils n'auraient jamais été mordus par des serpents. Sauf que, vous voyez la logique là. Oui, mais sauf que leur peur, le fait qu'ils auraient été si terrorisés des serpents, fait en sorte qu'ils ne se seraient jamais aventurés à l'extérieur. OK? Et ça, c'est un problème, parce qu'une telle crainte réduirait certainement l'incidence des morsures de serpents et ferait en sorte que ces gens-là auraient plus tendance à survivre. Mais elle aurait aussi un coût important. Elle empêcherait les gens de régler d'autres problèmes adaptifs, comme trouver des fruits, des plantes, des ressources alimentaires nécessaires pour la survie, trouver des partenaires pour se reproduire, etc., etc. OK? Et donc, en bref, la crainte existante des serpents qu'il y a chez les êtres humains, okay, aujourd'hui, le fait que les êtres humains ont tendance à avoir facilement peur des serpents aujourd'hui, même les êtres humains qui existent dans un environnement où les serpents sont virtuellement inexistants, elle n'est pas conçue de façon optimale. En effet, des milliers de personnes sont mordues par des serpents chaque année et certains en meurent. Mais elle fonctionne raisonnablement en moyenne. Elle n'a pas trop de coûts. Tu vois? Donc l'idée, c'est que l'évolution, la sélection naturelle, crée des adaptations, mais pas des adaptations optimales, des adaptations good enough qui sont fonction du coût de ces adaptations-là. Chaque adaptation a un coût. OK? Toutes les adaptations ont des coûts. Et la sélection favorise un mécanisme lorsque ces avantages l'emportent sur les coûts par rapport à d'autres conceptions existantes à l'époque. Okay? Donc, ça veut dire que s'il y a un problème dans l'environnement, il y a 100 personnes dans la population, puis il y a un problème, et différentes personnes ont différentes variations, caractéristiques différentes, qui peuvent leur permettre de bien s'adapter à ce problème-là pour pouvoir se reproduire. L'évolution, même s'il y a plusieurs personnes qui ont différentes caractéristiques qui leur permettent de plus se reproduire dans étant donné cet environnement problématique-là, l'évolution va juste choisir principalement ceux ou celles qui ont des bonnes solutions qui sont les moins coûteuses. Pas parce que l'évolution est cheap et est concernée par son budget, mais parce que un coût, ça veut dire que la personne va être désavantagée à quelque part d'autre. Okay? Comme dans l'exemple tantôt, oui, le fait d'avoir super peur des serpents vous protégerait des morsures de serpents dans un environnement où il y a beaucoup de serpents. Donc oui, ça serait une excellente solution au problème d'exister dans un environnement où il y a beaucoup de serpents, mais d'un autre côté, non, ce ne serait pas une bonne solution parce que ça vous empêcherait de sortir pour vous nourrir, puis vous allez mourir d'une autre façon. C'est ça, dans le fond, à comprendre. Il y a une infinité de façons de mourir. Okay? Il n'y a pas juste les morsures de serpents. Vous pouvez aussi mourir parce que vous aviez trop peur des serpents et vous n'êtes jamais sorti pour consommer de la nourriture. Et donc, chaque adaptation a évolué dans un genre, si on veut, de marché d'adaptation où certaines avaient plus de coûts, d'autres avaient moins de coûts, et ainsi de suite. Qui fait que celles qui finalement ont été sélectionnées de génération en génération, c'est celles qui fonctionnent assez bien pour régler des problèmes dans un environnement. Okay? Donc celles qui ont tendance à faire en sorte que les gens se reproduisent plus, sans avoir trop de coûts qui font en sorte que finalement ils vont se reproduire moins d'une autre manière. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a hérité d'une nature humaine qui est faite d'un paquet d'adaptations qui nous viennent de nos ancêtres parce qu'ils avaient des caractéristiques qui faisaient en sorte qu'ils avaient tendance à plus se reproduire et à passer ça à la prochaine génération. Mais ces caractéristiques-là ne sont pas nécessairement optimales parce qu'elles sont évoluées ou adaptées à l'environnement dans lequel elles ont évolué et non pas à notre environnement présent. Et en plus, elles ne sont pas parfaitement optimales parce que elles ont des coûts et elles sont limitées par leurs coûts, dans le fond. Okay. Mais donc, l'idée de tout ça, c'est que les humains ont des mécanismes évolués qui sont raisonnablement bons pour résoudre les problèmes adaptifs efficacement, mais ils ne sont pas conçus aussi optimalement qu'ils pourraient l'être si les coûts n'étaient pas une contrainte. Okay. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, on voit ça dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça fait des années que les gens en intelligence artificielle essayent de créer un robot, un ordinateur qui va faire ce qu'un être humain fait. Mais eux, ils s'y prennent de manière logique.
OK? Ils réfléchissent comme des ingénieurs. Et ça fait des années que ça ne fonctionne pas très bien. On n'arrive pas à faire avec un ordinateur ce qu'un enfant peut faire en... Tu sais, il y a vraiment une crise depuis très longtemps dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et récemment, ce qu'ils ont commencé à comprendre, c'est qu'eux autres, ils abordent ça de manière logique comme un ingénieur, pour rendre ça le plus optimal possible, mais ce n'est pas les forces qui ont créé la nature humaine et le cerveau humain et la cognition et ainsi de suite. Les forces évolutives qui nous ont créés ne sont pas des ingénieurs qui fonctionnent de manière raisonnable. Ce sont des forces aveugles qui fonctionnent par itération, c'est-à-dire génération après génération, en génération, on rajoute des adaptations, on rajoute des trucs. Et ça donne un bordel qui fonctionne dans certains environnements, pas dans d'autres. Et qui finalement, pour nous, fonctionne assez bien. Et si ça ne fonctionne pas très bien, bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre environnement pour que ça fonctionne assez bien dans le fond. OK? Et donc, c'est très différent que de penser que nous sommes le produit d'une évolution qui design des trucs de manière optimale. Et si jamais ça vous intéresse, ce petit livre-là, Kludge, de Gary Marcus, qui est fantastique, The Haphazard Construction of the Human Mind, fait exactement cet argument-là, et il donne toutes sortes d'exemples de comment toutes sortes de choses à propos de la nature humaine ne fait aucun sens. C'est tellement mal designé, c'est tellement mal adapté, mais c'est ce que c'est. Okay? Et c'est vraiment un chouette petit livre à lire si ça vous intéresse. Donc, le décalage évolutionnaire et les coûts des adaptations sont seulement deux des nombreuses raisons pour lesquelles les adaptations ne sont pas conçues de façon optimale. On ne va pas voir les autres, mais ce sont les deux principales. Je vous laisse là-dessus. Ciao!